Dans le paysage hollywoodien, Joe Dante est un cas à part. On le connaît surtout pour le film culte Gremlins, comédie horrifique déjantée et immense succès populaire. Il démarre sa carrière dans les années 70 sous la houlette de Roger Corman, avant d'être associé aux productions Amblin de Spielberg dans les années 80. Mais après Gremlins, il sera rapidement écarté des studios d'Hollywood qui le jugent trop original et irrévérencieux, et ne retrouvera jamais le chemin du succès. Pourtant, certains de ses échecs commerciaux se révèlent être des films plus intéressants qu'ils n'y paraissent, témoignant d'une vraie sensibilité d'auteur. Parmi eux, Small Soldiers. Le film raconte l'histoire d'Alan, jeune garçon turbulent qui met la main sur une série de jouets équipés de microprocesseurs militaires surpuissants. Dépassé par les événements, l'adolescent se retrouve vite au cœur d'un conflit armé bien réel dans lequel lui et son entourage risquent leur vie. Pour Joe Dante, ce projet marque les retrouvailles avec Spielberg, qui produit le film via sa nouvelle société DreamWorks. Avec ce scénario centré sur des jouets qui sèment le chaos, ils espèrent secrètement réitérer le succès de Gremlins. Mais c'est sans compter les ambitions artistiques de Dante, qui insuffle à son film une dimension antimilitariste revêche. En effet, Small Soldiers est avant tout un pastiche du film de guerre. Le cinéaste reprend les codes du genre au pied de la lettre et les pousse à la limite de l'absurde. Tous les poncifs y passent, le discours pour motiver les troupes, le jargon militaire, les punchlines improbables au beau milieu des affrontements, la mort du soldat dans les bras de son commandant. Autant de situations vues, revues et digérées par le spectateur moyen qui peut ici apprécier l'ironie que travaille le film. Une ironie qui passe aussi par le choix des acteurs qui doublent l'équipe des commandos élites. Joe Dante a la bonne idée de faire appel à la quasi-intégralité du casting de The Dirty Dozen, film de guerre culte de Robert Aldrich, qui fait la part belle à la virilité militaire. George Kennedy, Clint Walker, Ernest Borgnine et Jim Brown doublent les lieutenants du major Chip Hazard, interprété par Tommy Lee Jones. En reconstituant cette équipe, le réalisateur affiche clairement son ambition d'inscrire le long métrage dans l'héritage cinématographique du film de guerre pour mieux en dynamiter les codes. Une ambition qui transparaît aussi dans les multiples références qui truffent le film et qui, sans se limiter au genre guerrier, participent également de cette mise à distance ironique. Parmi elles, on peut s'amuser à repérer Mad Max, Apocalypse Now, Terminator ou Le Bossu de Notre-Dame. Référence musicale également, quand la bande originale cite Bride of Frankenstein, Patton, But one life to live. The war against the Gorgonites will be won. Uh-oh. Commando Elite, let the first shot be fired. ou 2001 A Space Odyssey. The future is here. A new age has dawned. For action. Un pastiche du film de guerre décomplexé et amusant qui sert bien évidemment le propos de Joe Dante qui se veut résolument antimilitariste. Le réalisateur nous martèle une vérité évidente mais trop souvent ignorée, la guerre n'est pas un jeu. Les commandos élites, séduisants aux yeux des commerciaux comme à ceux des enfants, sont les véritables méchants du film. Belliqueux, cruels,
amoraux. Ils s'opposent aux Gorgonites, véritables frics inadaptés auxquels Joe Dante semble s'identifier. Ce conflit armé, mené tambour battant par des jouets, comporte des dangers réels dont les personnages pâtissent. Le film questionne la dimension séductrice de la guerre véhiculée par la plupart des films hollywoodiens qui nous fait oublier son caractère violent et funeste. Ainsi, en faisant de ces jouets la caisse de résonance de l'absurdité tragique de la guerre, le cinéaste nous suggère que du jeu de la guerre à la guerre, il n'y a qu'un pas. Un point de vue qui passe également par une critique acerbe de l'industrie du divertissement, dont fait bien sûr partie la machine à rêve hollywoodienne. Industrie d'abord incarnée par le personnage antipathique de Gil Mars, apparenté au dieu de la guerre de la mythologie romaine dont il porte le nom. En effet, ce dirigeant hautain et tyrannique incarne à merveille le cynisme capitalistique qui tente à faire du consommateur un mouton docile et abruti, juste bon à acheter bêtement les produits qu'on lui vend. Plus encore, Gil ne semble porter aucune réflexion morale sur sa responsabilité à marchander la violence. Don't you think that's a bit violent? Exactly. So don't call it violence. Call it action. Kids love action. It sells. Cette scène de réunion entre exécutifs et créatifs est d'ailleurs à bien des égards symptomatique des relations entre réalisateurs et décideurs des studios hollywoodiens, ces derniers cherchant avant tout la rentabilité financière au détriment de toute considération artistique. I, for one, am not going to compromise my artistic integrity. And I'll tell you something else. This is the show, and we're not going to change it. Right? Une situation qui vient certainement de l'expérience personnelle de Joe Dante, qui a toujours dû batailler pour imposer sa vision au sein d'une industrie commerciale. Il expliquera d'ailleurs en interview que si le film peine à creuser pleinement le sillon de la violence comme il l'aurait souhaité, c'est en grande partie à cause de Burger King, partenaire financier de DreamWorks, qui entendait promouvoir son nouveau sandwich avec des jouets dérivés du film. One toy inside every delicious $1.99 kids hamburger meal. 2 new toys each week, 12 in all. Men, find the Gorgonites! And you, where's my booster chair? If you ask us, it just tastes better. Horrifiés par la violence des rushs et craignant pour sa campagne publicitaire, ils exigèrent en cours de tournage que Dante lisse son film afin de le rendre plus attrayant pour les enfants. Par ailleurs, on ne peut s'empêcher de penser que le duo d'ingénieurs formé par Irving Wayfair et Larry Benson ressemble à s'y méprendre à celui que forment Joe Dante lui-même et Steven Spielberg. On a d'un côté un artiste qui défend ses créations face à Globotech/DreamWorks, quitte à rester incompris. De l'autre, un créatif prêt à les vendre au plus offrant, à l'instar de Spielberg qui a toujours travaillé en harmonie avec les studios. Hey, how's this for a slogan? The Commando Elite. Anything else is just a toy. Everything else is just a toy. That's good too. On sait par ailleurs gré au réalisateur de n'avoir pas fait de son personnage principal un enfant qui aime les jouets. En effet, parce qu'il travaille dans le magasin de jouets de son père, celui-ci les considère avant tout pour leur valeur marchande. Ainsi, on ne s'identifie pas à lui par le prisme d'une fascination commune pour la magie des jouets, qui sont ici désenchantés. En ce sens, Small Soldiers fait le postulat inverse d'un film comme Toy Story, qui nous enjoignait à croire en l'âme des jouets. Autre idée forte de Joe Dante, n'offrir aucune rédemption au personnage de Gil Mars. Découvrant le carnage accompli par ses jouets, il exprime avant tout le regret de ne pas pouvoir tirer profit d'une telle publicité, avant de régler ses différends avec les victimes à grands coups de chèques. Lui vient ensuite instantanément l'idée cynique au possible de vendre ses produits meurtriers à des mercenaires d'Amérique du Sud. En conservant jusqu'au bout un ton sardonique à l'égard de ce personnage, Joe Dante permet à sa parabole sur l'industrie du divertissement de conserver tout son mordant. Sa critique des jouets guerriers peut être ainsi reçue sans protestation par le spectateur, car à la fin du film, les jouets n'enchantent plus personne. Toys is hell. Dad, know my birthday? Uh-huh. I just want clothes. Mais la démonstration de ses critiques envers la guerre et l'industrie du divertissement n'aurait que peu de poids si elle n'était pas soutenue par une mise en scène habitée de la part de Joe Dante. En effet,
le film laisse penser à première vue qu'il s'inscrit totalement dans le prolongement des productions Amblin des années 80. On a d'abord le décor, une banlieue américaine paisible traversée par un gamin à vélo. Une créature extraordinaire à laquelle les adultes ne croiront pas, avant une ultime bataille pour le triomphe de l'amitié, pour finir par des au revoir solennels. Mais s'il coche toutes ces cases, le film sera néanmoins marqué du sceau de Joe Dante qui, comme à son habitude, truffe son œuvre de détails et de références et fait preuve d'un sens de la mise en scène plutôt brillant. En amoureux du cinéma des années 50, le réalisateur se sert de son érudition pour fabriquer des scènes porteuses de sens. On pense par exemple à la scène où le commando élite transforme les poupées de Christie en créatures rapiécées. Baignée dans une lumière gothique rappelant les films de la Hammer, elle est construite sur le modèle de Bride of Frankenstein de James Whale. Une référence qui permet à Joe Dante d'enrichir le récit d'un discours critique sur les injonctions à la superficialité et à la standardisation imposées aux jeunes filles par le biais de jouets débilitants qui les enferment dans un stéréotype. It's alive! It's alive! He's alive! Alive! Quoi de plus éloquent que de réprouver cette uniformisation du paraître par une reprogrammation totale du cerveau et une transformation monstrueuse de la chair. Le film constitue également une petite révolution technique puisqu'il bénéficie des récents progrès en matière d'images de synthèse. En effet, s'il était question lors de la phase de pré-production d'avoir recours à une majorité de marionnettes, l'équipe d'ILM se révélera si compétente qu'une grande partie des plans intégrant les jouets lui sera confiée. An animatic is created. It's simply storyboard drawings superimposed over the live action footage. The animatic gives the filmmakers an idea of how the basic action will look in real time. Then wireframes of the character actions are created. The wireframe shows filmmakers the basic three-dimensional movements but requires less computing power and time. Next, a rough 3D animation is rendered. A modeler adds the details of the character right down to the grenade pins. Once the action is revised and approved, the computer transforms the movements into detailed photorealistic pictures, which are then output to film. Le design des figurines et des animatroniques sera lui confié à Stan Winston, artisan de génie ayant donné la vie au Terminator ou encore à la reine xénomorphe de Aliens de James Cameron. Le film comporte ainsi un mélange d'effets mécaniques et de CGI qui lui confèrent un côté organique résistant parfaitement à l'épreuve du temps. Une méthode hybride qui acte bel et bien la fin du stop motion, mais marche néanmoins dans les pas d'animateurs de la première heure comme Willis O'Brien ou Ray Harryhausen. Pour finir, les moyens alloués au cinéaste par DreamWorks lui permettent une pleine utilisation du langage cinématographique. On note qu'il s'agit pour Joe Dante de son premier long métrage tourné en cinémascope qui, couplé à la grue et au steadicam, donne au film un style fluide, toujours en mouvement. Un cadre large qui l'autorise à truffer ses plans de petits détails, de micro-scènes se déroulant en arrière-plan, qu'on ne remarquera qu'à force de visionnage répété. Ces moyens confortables lui offrent également l'occasion de retrouver le compositeur Jerry Goldsmith, qui signe une partition iconoclaste, tout en clin d'œil, et prend un malin plaisir à jouer avec les clichés du film de guerre. Un score complété par des tubes de la pop, au regret du cinéaste, mais qui offre tout de même au film de beaux moments, comme cette scène de torture psychologique sur fond de Spice Girls. Mais cette mise en scène inspirée ne se limite pas à soutenir le propos contestataire de son auteur. Car Joe Dante demeure malgré tout un rêveur, et sa sensibilité poétique l'éloigne du cynisme désenchanté d'un John Carpenter. Ainsi, son film porte en lui un programme poétique qui trouvera son aboutissement lors de la scène finale, la foi dans l'invisible. Un programme qui passe d'abord par une éducation aux images, qui démarre dès le premier plan. Le film s'ouvre en effet sur une page de publicité, qui semble alors retarder le véritable démarrage de l'histoire. On pense ici au Robocop de Paul Verhoeven, qui mélangeait déjà publicité et diégèse du film sans les distinguer, pour mieux nous inviter à questionner la nature des images. Joe Dante nous met effectivement en garde contre les dangers de l'image publicitaire reçue sans esprit critique. Un danger qui s'incarne dans le personnage de Gil Mars, qui désire abolir la frontière entre le jeu et la réalité. I'm talking about toys that are so smart when kids play with them,
they play back. Toys and short gentlemen that actually do what they do in the commercials. Mais Irvin, qui, comme nous l'avons vu, est l'avatar du cinéaste dans le film, nous prévient. Yeah, well, the real world sucks. Ce rêve d'enfant irraisonné d'un jouet plus réel que la réalité se transforme vite en un cauchemar prométhéen dont l'exemple le plus frappant sera la scène d'affrontement entre Christy et ses jouets. Attaquée par les poupées qu'elle a passé des heures à choyer, elle les détruit en un geste émancipateur, réalisant finalement qu'elle les avait toujours trouvées insupportables. Son bâton de majorette, symbole de candeur et de discipline, devient alors l'instrument de sa libération. Plus largement, la télévision et les médias sont également l'objet de cette mise en garde, l'auteur nous alertant de leur pouvoir de séduction et de mise à distance du réel. Un avertissement ignoré par Phil Fimple, obsédé par la technologie et incapable de percevoir son programme télé autrement que par le prisme des qualités techniques et esthétiques. No, it's the chroma. Flesh tones, way off. Passées à la moulinette télévisuelle, toutes les images sont ainsi aplanies et réduites à leur dimension de simples stimuli visuels. L'écran de télévision est ainsi questionné dans ce qu'il fait justement écran entre nous et le monde. Joe Dante nous invite à voir au-delà de la surface imagière des choses et défend l'imagination comme pouvoir décodeur du monde. Une thèse résumée par le sticker Question Reality sur l'ordinateur d'Alan qui en fera l'apprentissage aux côtés des Gorgonites. Ces derniers, incapables de différencier une fenêtre Internet d'une véritable fenêtre ouverte sur l'horizon, vont progressivement amener le jeune garçon à dépasser sa vision terre-à-terre et à faire l'expérience du pouvoir de l'imaginaire. You know, outside, trees, power pole. And beyond that? About 1 million acres of farm. And what's beyond that? I don't know. Gorgon. La dernière scène du film constitue alors l'aboutissement de ce programme poétique. It may not even... Even if you can't see something, it doesn't mean it isn't there. Les Gorgonites embarquent à la conquête de leur imaginaire, sous le regard bienveillant d'Alan, qui accueille finalement en lui la foi dans l'invisible. Une conclusion poétique et enchanteresse pour un film qui fut une expérience douloureuse pour son auteur. Malheureusement tributaire des conflits entre les différents partenaires financiers, Small Soldiers constituera l'une des dernières productions hollywoodiennes de Joe Dante, pour qui le divorce d'avec le cinéma semble définitivement consommé. C'est une œuvre rarement évoquée, ni dans la carrière du cinéaste, ni dans le panthéon des films de guerre. Elle mérite pourtant une considération sérieuse de notre part, tant pour la critique de l'appareil militaire américain qu'elle produit, que pour la vision poétique du monde qu'elle nous exhorte à trouver en nous-mêmes. En faisant de nos propres foyers le théâtre de la violence armée, Joe Dante évite l'écueil de la fascination esthétique de la guerre et signe un film intelligent, contestataire et sensible, camouflé dans un produit standardisé de l'industrie du divertissement. Un fait d'armes remarquable pour celui qui restera l'un des derniers mercenaires d'Hollywood. Action. Hey, my shiny. Where's my makeup? All right? All right? Okay. All right.